Mesdames, Messieurs, mon père, pardon, je vais commencer. Au nom du chancelier de l'ICES, Monseigneur François Jacolin, et son président, Monsieur Éric Guérardi, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue en cette salle de conférence Richelieu. Vous avez répondu à l'appel d'Augustin Boulanger, d'Éric Pomès, qui ont eu la riche idée d'organiser ce colloque sur un sujet d'une brûlante actualité. La mort se présente à la fin de notre parcours terrestre, inéluctable, inquiétante, revêtant les atours terrifiants des représentations culturelles et religieuses qui sont les nôtres. Le squelette armé de sa faux nous hante et se profile à l'horizon de notre vie, nous rappelant que le temps est limité. Et nul ne sait ni le jour ni l'heure. Ce qui change un peu la perspective de l'homme contemporain, c'est sa capacité à mieux estimer, et plus en amont, une impossible guérison, progrès de la médecine aidant. Il peut ainsi envisager plus tôt sa mort, mais d'un autre côté, il bénéficie d'une bien meilleure prise en charge et d'un soulagement plus efficace de la souffrance que l'avènement des antalgiques a permis depuis un peu moins d'un siècle. À cet égard, le législateur s'est efforcé d'accompagner les progrès techniques pour mieux encadrer les personnes en fin de vie, ainsi que les soignants qui les accompagnent. On peut remarquer comment la France est parvenue à se démarquer de nombre de ses voisins en promulguant une loi conjuguant une authentique volonté de respecter la dignité de la personne et un souci d'accompagner au plus près les moments redoutés du crépuscule de la vie terrestre. Nous avons l'honneur d'accueillir en ce jour M. Alain Claes, que je salue, qui a porté cette loi remodelée avec Jean Leonetti. Promulguée le 2 février 2016, elle visait, entre autres, à renforcer l'autonomie de décision du patient et à développer l'offre de soins palliatifs, ainsi qu'il est dit dans l'article 1, que je cite, « Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les personnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. » Fin de citation. Mais si cette loi n'envisage pas de promouvoir l'euthanasie directe et provoquée, elle présente un talon d'Achille en considérant l'alimentation et l'hydratation comme un traitement médical. N'était-ce pas ouvrir la porte, de manière masquée, à une mort programmée? D'autant que cette position est contestable d'un point de vue éthique. Jean-Paul II disait à des médecins en 2004, je le cite, « Je voudrais souligner que l'administration d'eau et de nourriture, même à travers des voies artificielles, représente toujours un moyen naturel de maintien de la vie et non pas un acte médical. Son utilisation devra donc être considérée en règle générale comme ordinaire et proportionnée et en tant que telle moralement obligatoire dans la mesure où elle atteint sa finalité propre et jusqu'à ce qu'elle le démontre, ce qui en l'espèce consiste à procurer une nourriture au patient et à alléger ses souffrances. » Fin de citation. La triste affaire de Vincent Lambert sera la douloureuse illustration de ce flou juridique sujet à des interprétations variables. Permettez-moi d'évoquer ici mes 12 années comme aumônier à temps plein d'un établissement que vous connaissez bien, Monsieur Claes, puisqu'il s'agit du CHU de Poitiers, confronté à la mort imminente, non pas seulement des centaines, mais des milliers de fois, parlant avec le personnel soignant et collaborant au quotidien avec eux, j'avais pu constater comment la loi Leonetti de 2005 était plutôt bien reçue par les personnels accompagnant les personnes en fin de vie. En échangeant avec des soignants d'autres lieux, j'ai pu remarquer que les avis étaient plus nuancés en raison de mise en œuvre de la loi diversifiée. En outre, on constatait la lenteur du développement de l'offre de soins palliatifs. Les situations variaient selon les départements. À l'heure d'un nouveau modèle économique de la santé, le manque de rentabilité des soins de fin de vie n'incitait pas à leur développement. Quelques années après, l'insuffisance des moyens et services en matière de soins palliatifs est quasiment abyssale
au prorata de la population. Et pourtant, en 2011, la Société française des soins palliatifs publiait un sondage montrant que 63% des personnes interrogées préféreraient qu'un proche bénéficie de soins palliatifs plutôt que d'être euthanasié. Il est vrai que les sondages s'opposent parfois selon l'approche et la formulation des questions. Les Français semblent majoritairement favorables à l'euthanasie à 90%, d'après un sondage IFOP-ADMD, mais d'autre part, 85% des soignants sont défavorables à une évolution de la loi vers une forme de mort intentionnellement provoquée, selon un autre sondage Opinionway. Les sondages montrent également que les citoyens sont souvent mal informés sur ces questions, parfois, il faut le dire, un peu techniques. La distinction entre acharnement thérapeutique et soins palliatifs n'est souvent pas claire. La confusion règne sur la sédation comme moyen de soulager la souffrance ou outil de mort provoquée. Et ne parlons pas de la question du double effet des médicaments antalgiques, trop souvent ignorés, hélas, même des soignants eux-mêmes. Fort du serment d'Hippocrate et du « je ne provoquerai jamais la mort délibérément » juré par les médecins, les soignants ont exprimé récemment une grande réticence pour le changement de la loi. Euthanasie et suicide assisté ne font pas partie, pour eux, d'un champ éthique acceptable comme tel. Dernièrement, 13 organisations professionnelles, représentant près d'1 million de soignants impliqués dans la fin de vie, ont demandé de laisser le monde du soin en dehors du projet de légalisation d'une mort administrée. Et l'Académie de médecine elle-même s'oppose à la légalisation de l'euthanasie. Entre une volonté supposée du peuple et la réalisation pratique de la mort provoquée, un gouffre béant s'ouvre qui laisse surgir des profondeurs, des questions éthiques graves, aux conséquences encore insoupçonnées. L'encadrement de l'euthanasie ne sera-t-il pas de plus en plus lâche pour autoriser demain ce que nous n'envisageons pas aujourd'hui, comme le montrent certains pays? Trouverons-nous encore demain des soignants pour accompagner la fin de vie si le droit absolu de l'individu vient rogner les clauses de conscience des soignants? La société voudra-t-elle encore financer des soins palliatifs coûteux à l'heure de la généralisation de la mort provoquée? Quel regard consécutif porterons-nous sur les plus faibles de la société, les inutiles et considérés comme tels, les personnes lourdement handicapées? Bien sûr, vous l'avez compris, et vous le savez bien, c'est pour ça que vous êtes ici, les questions anthropologiques n'échappent pas au débat. En s'interrogeant sur la légitimité ou non de la mort provoquée, on s'interroge en fait sur la vie. Et par conséquent, advient la problématique de la dignité. Qu'est-ce qu'une fin de vie digne? Et qu'est-ce qu'une vie digne tout court? Au-delà des questions juridiques décisives qui seront largement scrutées au cours de ce colloque, se dessine donc cette trame des valeurs anthropologiques qui les sous-tendent. Le droit de l'individu tend à devenir la norme absolue. Précisément, l'homme est-il un individu? La notion judéo-chrétienne de personne, qui a marqué profondément notre civilisation et notre culture, devrait sans doute être ressaisie. L'être humain n'est pas un électron libre, déconnecté de ses liens familiaux, de ses relations amicales, de son environnement, oserais-je ajouter, et de Dieu. Le patient en fin de vie n'est pas un sujet totalement indépendant de toute relation, ce qui interroge sur une forme de sanctuarisation des droits de l'individu. En effet, ces droits peuvent induire une certaine violence pour ceux qui restent. La mort provoquée est aussi indubitablement provocation en chaîne de souffrance pour l'entourage soignant, familial, amical et social. Face à ces interrogations, vous, intervenants, nous aiderez à éclairer le débat dans un tour d'horizon qui nous conduira de la France vers d'autres pays et d'autres approches.
Nous scruterons également les mécanismes biologiques, juridiques et éthiques qui tissent la trame complexe de la question de la mort provoquée et des enjeux de sa légalisation, sans oublier, bien sûr, les apports de diverses traditions religieuses. Nous n'oublions pas en effet que cette question de la mort, et donc de la manière de l'aborder, est au cœur du sentiment religieux et de l'expérience qui en découle depuis les origines de l'humanité. À l'avance, soyez tous remerciés de vos contributions. Je remercie également tous les auditeurs dont nous espérons la participation active lors des séances de questions. Je vous souhaite à tous un colloque enrichissant et agréable, malgré le sujet grave qu'il aborde. Mais au fond, parler de la mort, c'est surtout célébrer la vie. Merci.